Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. On va mettre de côté les matchs un petit peu parce qu'il y a des sujets un petit peu plus délicats qu'il faut aborder. Et c'est évidemment concernant ce qui s'est passé avec Jaden Ivey ces derniers jours. Donc on va remettre les choses dans leur contexte déjà parce que c'est toujours bien d'avoir un peu de contexte. On a récupéré Jaden Ivey à la deadline en échange de Kevin Huerter et c'était un move qu'on a tous beaucoup apprécié à ce moment-là en disant bon, Kevin Huerter n'allait pas rester après cet été, il était libre. On récupère à la place un jeune joueur qui a encore voilà, des bonnes saisons devant lui, qui est prometteur, même s'il a eu évidemment des grosses blessures. On se dit bon, on a jusqu'à la fin de saison pour l'observer, voir ce qu'il est capable de faire, où il en est au niveau de sa santé physique, et voir si, éventuellement, sachant qu'on a les priorités sur les négociations pour son contrat cet été, si il fait le taf, qu'au niveau de son genou tout va bien, etc., et qu'il arrive à retrouver un niveau plus qu'intéressant, c'est que du bonus. Voilà, tu prends quasi pas de risque parce que tu perds Kevin Horter qui n'allait pas revenir. Et si lui fait le taf et qu'il montre que tout va bien physiquement, c'est win-win, c'est bonus. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu, en tout cas pas comme les Bulls l'ont prévu, parce que déjà ils avaient l'air un peu surpris qu'il ait des soucis de santé, que son genou était un peu en difficulté, donc comme s'ils n'avaient pas observé Jaden Ivey jouer de la saison, tu vois. Et donc, voilà, il a joué 4 matchs. Euh, on l'a pas revu après la coupure All-Star. Et surtout, il y a eu les à côté du basket euh, voilà, qui ont progressivement mené à tout ça, quoi. Parce que déjà, il y a eu ces déclarations il y a quelques semaines en arrière, quand il disait l'ancien Jaden Ivey est mort, qui avait déjà commencé un petit peu à soulever quelques questions au niveau de sa santé mentale, où on se disait peut-être qu'il n'est pas dans une très bonne passe en ce moment, Jaden Ivey, et que il aurait peut-être besoin d'un peu d'aide, que quelqu'un fasse quelque chose, parce que ça n'a pas l'air d'être ouf ouf en ce moment pour lui. Et puis dimanche, il y a eu ce long, très long live Instagram, plus d'une heure, où il a commencé à parler de religion, de ses croyances, et ça a mené à des critiques envers la NBA et tout ce que fait la NBA pour promouvoir les communautés LGBTQ avec le Pride Month, etc. En disant que c'est pas ce que Dieu veut, que ces gens-là sont pas, voilà, euh, ne sont pas dans le bon chemin, qu'il faut pas en faire la promotion et que la NBA ne devrait pas faire ça, etc. Donc on est rentré dans des sujets un peu délicats, un peu sensibles, surtout aux US en ce moment, tu vois, c'est quand même pas, voilà. Et donc il est fort probable que la NBA ait demandé aux Bulls de faire quelque chose à ce niveau-là. Si c'est pas eux qui ont agi d'eux-mêmes, je pense que la NBA a poussé un petit peu derrière. Et donc Jaden Ivey a été libéré de son contrat lundi après-midi à quelques heures du match des Bulls à San Antonio. Ensuite, Jaden Ivey a répondu sur Instagram le lendemain en disant que voilà, que pour lui, il n'a pas fait quoi que ce soit qui soit un problème pour l'équipe, parce que donc ils ont mis un communiqué les Bulls lundi en disant que c'était qu'il était viré pour comportement qui n'était pas en adéquation avec l'équipe. Lui a dit que non, et donc il est revenu sur ses croyances, sur sa foi, etc. Il a critiqué d'autres joueurs NBA, pas forcément des joueurs des Bulls, mais voilà, des Steph Curry, des machins, en disant que c'est pas forcément des bons chrétiens, nanana. Donc il a vraiment forcé là-dessus, et donc les questions concernant son, son bien-être mental ont continué de fleurir et de grandir à ce niveau-là. Donc, et depuis aussi qu'il a été un petit peu viré par les Bulls, il y a eu d'autres choses qui sont un petit peu sorties, notamment les insiders des Bulls qui ont commencé à sortir, je ne vais pas dire des dossiers, mais qui ont juste raconté ce qui se passe, quoi, tout simplement, en disant, voilà, Jaden Ivey leur posait régulièrement des questions sur leurs croyances, sur leur religion. Il leur demandait s'ils avaient couché avant le mariage, ce genre de trucs qui ont pas forcément grand chose à faire dans un rapport journaliste-joueur.
Tu vois, les mecs, ils viennent là pour couvrir l'équipe, parler basket. Bon, c'est pas forcément le moment ou l'endroit pour ça. Et en fait, plusieurs insiders ont expliqué que c'est une situation qui, qui est un peu pourrie au fil du temps, quoi. Les Bulls n'ont pas forcément renvoyé Jaden Ivey pour son live Instagram et ce qu'il a dit sur les communautés LGBTQ, mais voilà, c'est un cumul de plusieurs choses depuis son arrivée. Et le groupe, quand je dis le groupe, c'est les autres joueurs, le staff, etc., était pas forcément, voilà, ça les mettait un peu mal à l'aise tout ça, parce que voilà, donc il y a eu des interviews qui sont ressorties dernièrement, que Jaden Ivey a donné il y a peut-être quelques mois de ça, où il parlait de son enfance, où il a subi des abus sexuels, où lui-même a eu des violences vis-à-vis de sa femme, qu'il avait une addiction au porno aussi, qu'il a considéré plusieurs fois de mettre fin à ses jours, enfin plein de trucs un peu tristes, un peu glauques, etc. Et donc beaucoup de soucis, et ça fait un peu, tu retrouves un certain cheminement assez classique du mec qui est un peu perdu, un peu paumé par tout ce qui se passe dans sa vie et qui a été mené vers la religion. J'ai pas envie de dire laver le cerveau ou endoctriner parce que c'est un peu des grands mots, mais en tout cas qu'on a un peu poussé vers ça en lui disant t'inquiète mon gars, ça va régler tous tes soucis, la religion, machin. Et maintenant, il est tellement dans ce truc-là qu'il essaie de le pousser chez les autres, en fait. Et c'est la partie malsaine du truc. Parce que, bon, moi personnellement, je suis pas croyant du tout. Mais j'ai aucun problème avec les personnes qui croient en telle ou telle chose. Chacun euh, fait ce qu'il veut à ce niveau-là. Je vais certainement pas critiquer, juger, dénigrer qui que ce soit pour leur croyance ou quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a son rapport à la religion. Il n'y a aucun souci, sauf quand tu commences à aller vers les autres et essayer de faire en sorte que les autres pensent comme toi. Ça, par contre, pour moi, ça, c'est... Non. Non, surtout quand, en plus de ça, au nom de la religion à laquelle tu crois, tu commences à critiquer les autres personnes, à dénigrer les autres personnes en disant, voilà, les personnes gays, etc., c'est pas bien. Quand tu commences à partir dans des trucs comme ça, alors que tu es censé être tolérant et que ta religion t'enseigne à être tolérant envers les autres, là c'est un petit peu différent. Si tu commences à critiquer les personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que toi, qui n'ont pas les mêmes orientations sexuelles que toi, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué et surtout bah, c'est pas en marge avec ce que tu essayes de prêcher quoi. Donc tu crois en ce que tu veux, c'est très très bien. Si toi ça te fait du bien de te dire que voilà, il y a Jésus, machin, il n'y a pas de problème. Ne le force pas chez les autres. Et ne juge pas les autres selon leurs choix qui sont différents, selon leurs croyances qui sont différentes aux tiennes. Euh, Parce que quand tu es censé être tolérant et surtout, bah, tu es loin d'être exempt de tout reproche toi-même. Donc voilà, comme il l'a expliqué lui-même dans le live Instagram qu'il a fait après avoir été viré, Jaden Ivey, il dit voilà, sa femme lui parle plus, et sa famille, ses amis ont pris des distances dernièrement avec lui, donc voilà, ça n'a pas l'air de forcément fonctionner de la meilleure des manières pour lui, tout ça, donc voilà, c'est un peu, c'est une situation très délicate. Mais bref, les Pistons étaient au courant de tout ça, hein, son changement de comportement sur les 2 3 dernières années, où de plus en plus, il ramenait absolument tout à la religion, toutes les discussions, tu parlais basket, le mec qui commençait à parler de la religion, donc voilà. Euh, Quand il est arrivé aux Bulls, les médias locaux ont été informés tout de suite. Attention les gars, le mec il ramène tout à Jésus, à Dieu, machin. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais ça le devient quand il essaye de faire en sorte que tout le monde, enfin, d'instaurer ça chez les autres en disant tu devrais faire ci, tu devrais penser comme ça. Non, je suis désolé, mais ça marche pas comme ça. Là, non, non. Et quand tu en arrives à dénigrer d'autres personnes sous prétexte que ta religion, machin, là, je suis désolé, mais non, non, non. Donc, les Bulls étaient évidemment très probablement informés de tout ça et ont décidé donc de faire venir Jaden Ivey en se focalisant sur la partie basket, en disant voilà, s'il revient bien et que il y a moyen de le prolonger cet été, voilà, en fonction de comment ça se passe. Mais tu peux pas t'empêcher quelque part de remettre un petit peu en question la manière de faire des Bulls dans leur évaluation des joueurs qui arrivent, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales. Parce que, regarde, Anthony Simmons, les mecs,
étaient tout surpris. Oh, mais il est blessé en fait. Oh non, comment ça se fait, tu vois? Donc les mecs se renseignent pas ou très mal. Euh, Kobe White, il l'envoie à Charlotte. Là-bas, il découvre une blessure à la visite médicale. Du coup, on se fait sucrer un pic dans le trad parce que soit on n'était pas au courant, soit on le savait et on l'a caché. Donc, ça commence à faire pas mal de casseroles attachées au cul de Karnišovas. À un moment, il va peut-être falloir rendre des comptes, mais bon, dans cette franchise, c'est pas trop la manière de procéder, donc voilà. Au moins, donc Jaden Ivey a été rapidement libéré et je pense que c'était certainement la meilleure solution plutôt que de laisser traîner le truc et faire comme si rien s'était passé. Même si, bah, de toute façon, ça reste pas reluisant en termes d'image pour les Bulls, mais vu que c'est pas franchement quelque chose dont ils ont l'air de se foutre, hein, sachant que ça fait plus de 10 ans que c'est les clowns de la ligue, bon bah voilà, ça passe comme ça, et puis voilà quoi. On va quand même souhaiter à Jaden Ivey bah, de retrouver un peu de clarté mentale, un peu de sérénité, et puis s'il poursuit sa carrière, grand bien lui fasse. Il y a des joueurs actuellement en NBA qui ont des casiers beaucoup plus glauques et beaucoup plus alarmants que le sien, hein, on va pas donner de nom, mais enfin bref, on sait où ils sont, et qui jouent, donc voilà, je pense juste que Jaden Ivey, à l'heure actuelle, il a besoin d'aide. Il a fait des choix qui sont pas forcément les plus malins. Après, voilà, il faut qu'on l'aide. Il a besoin d'aide à l'heure actuelle. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il trouve une certaine clarté et qu'il reparte de l'avant parce que là, il est parti dans une spirale qui a l'air assez négative. Donc voilà. Mais bref. Parlons d'autre chose, parlons basket, hein, parce que bon, les vidéos que je fais depuis des années, et les articles, tout ça, c'est pour parler basket, hein, pas forcément de la religion et des choix des uns des autres. On a terminé ce road trip Fanny, comme on l'espérait peut-être. 0 victoire, 4 défaites dans ce road trip où on est donc allé à Philadelphie, et on en a parlé dans la dernière vidéo, c'était absolument ridicule. Ensuite, on a eu ce back-to-back à Oklahoma et Memphis, et on a terminé lundi à San Antonio. Donc rien de bien euh, folichon sur le papier, et sur le parquet, ça n'a pas été foufou non plus. Donc trois défaites sur ces 3 matchs qui ont terminé ce road trip. Et bon, bah, voilà, il y a le match à Philadelphie qui était infâme, on en a parlé. Les autres, il y a eu quelques trucs par-ci par-là, mais enfin bon, rien qui te fait relever la nuit, où tu te dis, waouh, qui te fait sauter au plafond en disant, waouh, c'est extraordinaire ce qu'on a vu. Euh, et puis les rares fois où ça a été pas trop mal, bah, ça n'a pas duré longtemps. Tu regardes le match à OKC, là, on est dedans, on mène à la pause. Et derrière, ça va pas plus loin. Parce que, et je l'ai dit d'ailleurs pendant que je live tweetais ce match-là, on a bénéficié d'une excellente adresse à 3 points en première mi-temps. Mais dès que ces shoots vont plus rentrer, on n'aura pas d'autre solution. Et surtout, on n'aura pas les armes défensives pour compenser. Tu vois, on sait que notre défense, elle est nulle à chier. Et face à OKC en plus, euh, si l'adresse à 3 points diminue, et ça a été le cas, bah tu t'as rien d'autre quoi. Donc résultat, qu'est-ce qui s'est passé? En première mi-temps, on était à 12 sur 24 à 3 points. Super pourcentage, un peu tout le monde qui en met, très bien. Deuxième mi-temps, 3 sur 23. Et là, la chute et 0 sur 10 au quatrième quart-temps en plus. Donc voilà, ça a été progressivement, on a juste totalement diminué, enfin baissé le pied dans ce match-là. Pas aidé par un Josh Giddey qui était totalement muselé par ses anciens coéquipiers. Les mecs savent parfaitement comment ils jouent, comment ils procèdent, comment ils attaquent, et savent exactement comment stopper tout ça. Parce que si tu lui barres la route pour aller vers le cercle, tout de suite tu enlèves une bonne partie de son efficacité offensive, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait 5 points, 1 sur 11 au shoot, 5 ballons perdus. Enfin, il a vécu une soirée très très compliquée, et tout de suite, bah, c'était très compliqué pour les Bulls pour trouver d'autres solutions offensives. Et donc, du coup, bah, on a disparu au fur et à mesure dans ce match-là, quoi. Le lendemain, tu es pas à Phoenix, à Memphis, dans un match déclopé avec les deux équipes à qui il manque plein de monde. Il y a des absents en pagaille, les Grizzlies, ils tankent à mort. Les Bulls, tu sais pas trop, ils savent pas trop. Mais au final, ça a donné un match qui a été serré jusqu'au bout, avec des runs à droite, à gauche, un 7-0 par-ci, un 11-0 par-là, pour répondre, etc. Et une fin de match enfin, étrange comme pas possible, c'est le moins qu'on puisse dire, avec notamment donc cette dernière action où Memphis fait une remise en jeu, il reste 4 secondes, il mène d'1 point,
Il foire totalement cette remise en jeu, volontairement ou pas. Voilà, toujours est-il que ça arrive dans les mains de Trey Jones, qui file en transition. Il voit Colin Sexton sous le cercle, il lui file la balle. Colin Sexton est devant deux types qui sont revenus faire un contest défensif. Donc ça lui prend un peu de temps pour faire un lay-up qui tape la planche, qui rentre. Déjà, faut le mettre ce lay-up face à deux mecs qui viennent faire le contest. Sauf que c'est après le buzzer, c'est trop tard. Et du coup, Memphis, même s'il cherchait peut-être pas forcément ça, gagne ce match 115-114. Donc voilà, on s'est rapproché un tout petit peu. On sait qu'on va pas les rejoindre au classement, c'est beaucoup trop tard maintenant. Mais voilà, ça a permis ça au moins à ce niveau-là, même si ça n'aura pas de conséquences pour la suite. Euh, Josh Giddey signe un triple-double sur ce match-là, un de plus. Matas Bouzelis met 29 points à 10 sur 21, avec des bons moves au cercle, pas beaucoup d'adresse à 3 points. Il a su profiter du manque de physicalité en face. Sexton met 26 points en sortie de banc, dont 11 dès le premier quart-temps. Voilà, mais après dans les calculs pour la loterie, c'était mieux de le perdre, mais c'est surtout par rapport à notre course avec Milwaukee pour essayer de finir avec un pire bilan par rapport à eux. Donc à ce niveau-là, mission accomplie, on va dire. Je suis pas certain que c'est ce qu'on essayait de faire, c'est ce qu'on cherchait vraiment, mais c'est ce qui s'est passé, donc du coup on fait avec. Ensuite lundi, donc il y a eu l'histoire avec Jaden Ivey. Et le soir même, on était à San Antonio, donc sans Nick Richards, qui est blessé depuis le match à Philadelphie et qui est toujours pas revenu, blessé au coude. Et même s'il y a eu le retour d'Yabusele, on partait dans ce match avec un immense désavantage en termes de taille, ne serait-ce que par rapport à Wemby en face. Et en vrai, on a tenu une quinzaine de minutes avant qu'on se fasse fracasser par les Spurs. Et Wembanyama, d'entrée, il a mis les pierres, il a posé les bases du massacre. Il a mis 10 des 13 premiers points de son équipe avec des claquettes à une main, des alley-oops, des shoots à 3 points, etc. Il était déjà en double-double très très tôt dans le deuxième quart-temps. Et voilà, il a fini avec 41 points, 16 rebonds, 3 contre. Enfin bref, une dinguerie de plus dans sa longue liste de dingueries cette saison pour un joueur qui va être très certainement top 3 MVP dans les prochaines semaines. Et ce qui est surtout emmerdant pour les Bulls, c'est que même les minutes où il était sur le banc, Wembanyama, on n'a pas su en profiter pour faire des runs, pour aller mettre des points au cercle ou quoi, parce que les Spurs ont fait des bonnes choses défensivement, ils ont rentré des paniers à 3 points, ils ont parfaitement exécuté leur système, etc. Donc on n'a jamais vraiment été en mesure d'exister dans ce match. Voilà, on a pris 29 points de retard assez tôt dans le troisième quart-temps, avec Wemby qui a encore enchaîné des actions hallucinantes. Le début du troisième quart, il met 3 alley-oops en 2 minutes, parce qu'on couvre pas un pick and roll. Euh, il met des step back à 3 points, enfin bref, c'était du grand n'importe quoi, il nous a fait une misère et il n'y a pas que lui. Au final, ce match-là, on le perd de 15 points de mémoire, 129-114, mais en vrai, on a beaucoup plus subi, on aurait dû, non, enfin, sur une certaine logique, on aurait dû le perdre de beaucoup plus ce match-là, parce que les moins 15, normalement, c'est ressenti moins 30, quoi, tu vois, on aurait dû être beaucoup plus, enfin, on aurait pu le perdre de manière plus violente que ça, quoi. Surtout que voilà, Guidi et Matas ont eu du mal sur ce match-là. Guidi il a pratiquement pas existé. Matas on l'a quasiment pas vu non plus. Zéro impact positif en tout cas. Et, euh, et c'est un thème qui revient régulièrement ces dernières semaines quand on parle des performances de Matas et de Josh Giddey. C'est que dès qu'en face ça joue physique, que ça leur donne peu d'espace et que ça les bouscule, c'est beaucoup plus compliqué. Et tu as plein d'exemples. Hein. C'est pas juste un match ou deux, t'en as plein comme ça. Hein. Et face aux équipes qui sont plus permissives ou qui n'ont pas forcément beaucoup de protection de cercle, là tout de suite, on voit des mecs qui drivent beaucoup plus, avec plus d'aisance, qui vont aller chercher des lancers, des points auprès du cercle. Et y a trop d'écart entre les performances face à ce genre d'équipe et les performances face à ce genre d'équipe. Donc c'est clairement, pour moi, c'est quelque chose dont on a déjà parlé hein, dans les dernières vidéos, mais qui doit clairement être un axe de progression pour les deux et quelque chose à bosser cet été, se renforcer physiquement et accepter que chaque soir ça va être un défi physique et pas certains soirs ok parce qu'en face il n'y a pas grand chose et d'autres soirs non parce que on n'est pas encore à un niveau, ces deux joueurs là sont pas encore à un niveau où ils peuvent se dire je vais choisir comment je vais jouer ce soir et je vais juste me contenter de shooter à 3 points parce que je suis un shooter élite, etc. Non, on n'en est pas à ce niveau-là pour ces deux gars-là. Donc voilà, c'est un axe de progression
important pour eux, pour la suite, c'est tous les soirs être capable de... Il y a un défi physique et je vais y répondre. Et pas certains soirs, ouais, en fonction de ce qu'il y a en face, et certains soirs, non, tu vois. Donc voilà, 3 défaites pour conclure ce road trip. Et en vrai, il n'y a pas tellement de choses à mettre en avant sur le plan technique, tactique, etc. À ce moment-là de la saison, de toute façon, il y a rarement des changements drastiques dans la manière de faire, dans la manière de procéder pour les équipes. euh, Par rapport à ce que tu vois plus tôt dans la saison, même si nous, on a eu énormément de changements. Mais voilà, là, c'est une période de la saison où déjà, on joue plus grand-chose. Donc, il n'y a pas vraiment d'attente en termes de victoire. Et tu te concentres juste sur les performances individuelles, les progressions que tu peux noter, etc. Et il y a des gars à mettre en avant, donc on va faire ça, et on en a déjà un petit peu parlé avec Matas, avec Josh Giddey, mais dans des mouvances un peu plus positives, celui dont il faut absolument parler, c'est Trey Jones, parce que le mec est tellement précieux, j'ai dit dans les dernières vidéos en parlant de lui que Rob Dillingham devait prendre exemple sur lui parce que c'est un joueur qui est avec un gabarit relativement similaire, peut-être un peu moins costaud, mais en termes de taille, euh, comment être capable d'être aussi efficace en étant si petit, ça reste relatif, hein, mais voilà, d'autres joueurs peuvent apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de la part de Trey Jones. Regarde Matas Bouzelis. Quand tu vois Trey Jones filer au cercle comme il l'a fait face aux Spurs, tu pourrais te dire Trey Jones, c'est le mec le plus petit sur le parquet. Comment il peut exister face au contest de Wemby près du cercle, face à Castle qui va défendre sur lui, etc. Trey Jones, il a fait 23 points, 9 sur 13 au shoot, d'excellents drives, des floaters, des lay-ups, pas des shoots compliqués. Il s'est pas dit je vais prendre que des shoots à 3 points parce que si je vais près du cercle, je vais me faire bâcher quoi qu'il arrive par Wemby ou quoi. Non, des cuts dans le bon tempo, des drives quand il y avait l'espace. Et il est allé plusieurs fois face à Wembanyama et il a mis des lay-ups face à Wembanyama. Pourquoi Matas pourrait pas le faire alors qu'il a plus de taille, etc. Tu vois. Donc c'est des trucs dont Matas doit s'inspirer, tu vois, parce que encore une fois, ses perfs sont trop souvent liés à la résistance qu'il y a en face dans la raquette. Euh, on a parlé des matchs à Toronto où voilà, ça a joué physique, ça l'a empêché d'aller au cercle, et il a fait que shooter à 3 points, il a fait des matchs très très moyens. Il y a eu d'autres matchs à Memphis, aucune résistance près du cercle, boum, j'y vais, j'attaque. En plus, je montre que j'ai des bons moves, etc. Le match à Golden State où il met 41 points, il n'y a aucune protection du cercle, et vas-y, j'y vais, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a encore trop d'écart entre les matchs où il est capable de profiter de sa taille et d'autres où il a du mal à s'imposer physiquement. Donc voilà, clairement, je pense que Trey Jones peut être un exemple pour lui pour dire, bon évidemment, c'est pas les mêmes gabarits, mais dans l'idée de se dire, il y a moyen de faire autrement. Pas juste, bon, je peux pas aller jusqu'au cercle, je vais shooter à 3 points. Non, il y a d'autres moyens d'aller au cercle, tu peux cutter, voilà, il y a plein d'autres trucs. Donc, en termes de réflexion de comment agir, je pense que Trey Jones peut être une belle influence pour Matas, pour sa progression aussi. Mais voilà, pour un peu tout le monde, quoi, de toute façon. Mais c'est clair que Trey Jones, il fait énormément de bien par sa clairvoyance, par son intelligence, les choix, la rapidité. Quand il voit quelque chose, oh, il y a un espace exploité, boum, et il y va tout de suite. Quoi, tu vois, il dit pas, bon, est-ce que j'ai. Non, non, il n'y a pas d'hésitation. Il sait parfaitement où aller, quand y aller, comment y aller. Donc, voilà, il peut finir les actions au cercle. Il prend des tirs qu'il maîtrise et pas des trucs qu'il sait pas faire. On sait que c'est pas un grand shooter à 3 points. Bon, il en prend pas 8 par match, quoi, tu vois. Donc, il compense par ses drives, par ses flotteurs. Il va provoquer des lancers. Il perd très peu de ballons en plus. Donc, c'est un mec vraiment sûr. Et son mois de mars a été fabuleux. J'avais posté les stats sur Twitter, mais au mois de mars, 17,2 points, 56,4% au shoot, 83,3% au lancer, 3,9 rebonds, 5 passes décisives, 1,1 ballon volé. Tout ça en 28 minutes. Titulaire 14 fois sur les 15 matchs du mois de mars. C'est hyper précieux quand t'as ça dans ton roster quand même. Et donc, il faut mettre en avant ce genre de joueur. Et voilà, c'est pas l'option 1, c'est pas l'option 2 de ton équipe, c'est pas la star, c'est pas un mec qui va faire les gros titres, etc. Mais le genre de mec dont tu as besoin dans ton roster, qui est tellement précieux, qui fait le taf de l'ombre, qui est capable de faire plein de choses bien, qui est pas juste bon dans un registre
et c'est tout. Non, le mec, il est capable d'organiser, il est capable de créer, il est capable d'aller scorer, il est capable de défendre un peu, tu vois, même si, voilà, c'est pas le plus grand gabarit, et ben il a des solutions pour il a l'intelligence de compenser d'une autre manière. Donc voilà, c'est un glue guy grave, et voilà, il fait des différences à ce niveau-là, et t'en as carrément besoin dans ton roster de gens comme ça. Donc l'avoir prolongé l'été dernier est vraiment une super action de la part du front office. Quand ils font des trucs bien, faut le dire aussi, hein, donc, parce que c'est rare aussi, donc c'est bien de. Voilà. Et un autre joueur qui continue de briller, qui a fait un mois de mars lui aussi de grande qualité. Et s'il y avait un titre officieux du joueur qui a le plus profité de ses minutes depuis qu'il en a, bah, c'est Leonard Miller. Oh là là, il fait tellement plaisir. Parce que clairement, ouais, lui, chaque soir, il continue de montrer qu'il a le niveau pour être là, euh, sur cette fin de saison et pour la suite aussi. Qui peut parfaitement avoir sa place dans la rotation l'an prochain, surtout s'il continue d'améliorer son shoot à 3 points. On a déjà parlé dans les dernières vidéos du fait que tu voyais que son geste était déjà un peu plus souple, voilà, quand il prend les shoots, sa gestuelle est un petit peu différente, qu'il a un peu amélioré, qu'il est moins bancal. Et on avait aussi noté ça pour Rob Dillingham. Donc les deux ont déjà progressé sur ça, mais avec un été en plus, tu peux te dire que l'an prochain ce sera encore mieux. Et surtout, il prend les shoots avec beaucoup plus de confiance. Il a joué 15 matchs sur le mois de mars, il a été titulaire 7 fois, 24 minutes de moyenne, et il les a extrêmement bien exploités et bonifiés. 12,2 points, 6,2 rebonds, 52,5% au tir, en prenant 9,4 tirs par soir, 31% à 3 points, en prenant 3,9 tirs par soir. Voilà. Et ces stats-là, elles prennent en compte le match à Sacramento où il a joué qu'une seule minute en garbage time. On ne sait pas pourquoi, alors qu'il était titulaire les matchs d'avant, il a été titulaire des matchs d'après, mais ce match-là, il y avait les retours de blessures de certains, et du coup, il a beaucoup moins joué. Mais je pense que ça doit plus arriver, cette situation-là, quoi. Et en plus, là, il sort d'un match à San Antonio, où lui, un peu comme Trey Jones, il y a Wemby en face. Pas grave, j'attaque le cercle. On l'a vu partir en drive devant Wemby, lui mettre un dunk dessus. On l'a vu attaquer le cercle, faire des cuts, voilà, faire des trucs intelligents. Et voilà, ce genre de joueur, ah, voilà, qui a pas de, enfin, qui va sans peur, quoi, tu vois, et qui fait qui joue juste à chaque fois, et qui met la bonne dose d'énergie. Donc, il devient un vrai chouchou dans ce ressort parce qu'il montre ce qu'on veut voir de la part d'un jeune joueur qui n'attendait qu'une opportunité pour se montrer et qui a su la saisir, mais alors vraiment à, à bras ouverts, quoi. Et donc, kudos à Leonard Miller parce que c'est pas la première fois qu'on le met en avant dans les dernières vidéos, mais voilà, comme il n'y a pas énormément de trucs positifs à dire sur les Bulls en ce moment, bah voilà, quand on peut en remettre une couche sur Leonard Miller, bah voilà, on le fait, quoi, tu vois, ça fait pas de mal, insister un petit peu, donc c'est toujours cool. Et voilà, il fait partie de ces joueurs qui sont vraiment cool à observer, qui rendent la fin de saison sympa à suivre, parce que bon, tu t'attends pas, tu n'as même pas envie de voir de gagner des matchs, etc., parce que sinon ça te met en porte-à-faux pour la loterie. Donc au moins que voilà, il y ait quelques joueurs qui sortent leur épingle du jeu, et Leonard Miller en fait partie. Donc voilà, il a son option à 2,4 millions pour l'an prochain. Il peut choisir de la décliner et peut-être qu'on lui proposera genre 3 ans à 10, 12, 15 millions à voir. Mais voilà. Il peut prétendre à plus d'ailleurs, hein. Mais bon, on verra bien ce qu'on fait avec lui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a montré qu'il était capable de faire partie du roster l'an prochain et de faire partie de la rotation en étant genre, le 7, le 8, 6, 7, 8e gars, tu vois, et pas le 15e au bout du banc comme un Jevon Carter ou même un Julian Phillips, malheureusement, quoi. Donc voilà, ce soir, retour United Center, on reçoit Indiana. Richards est toujours incertain, donc on va voir un petit peu ça. Indiana a pas mal d'absents aussi, notamment des gars qui sont toujours chiants à jouer, comme les McConnell et les Naismith. Ils ont gagné 6 matchs à l'extérieur cette saison, les Pacers, dont leur autre venue au United Center plus tôt dans l'année. Donc s'ils refont ça ce soir, ma foi, on fera pas la gueule parce que ça nous arrangera bien pour la loterie. Sachant qu'en plus, Milwaukee a battu Dallas mardi soir. Oh les cons. Et du coup, bah, ça nous arrange bien. Et eux, ils jouent ce soir aussi face à Houston. Donc, affaire à suivre de loin. On va déjà faire nous le taf de notre côté. On verra bien ce que ça donne. Mais si Milwaukee arrive à gagner un autre match et que ça nous permet de finir 9ème, bah, ma foi, on fera pas la tronche.
après ce soir, il nous restera 6 matchs à disputer avant de conclure cette saison qui aura été une nouvelle fois assez triste en termes d'ambition sportive, de gestion, d'un peu tout, du roster, de ce qui se passe en coulisses. On l'a encore vu avec Jaden Ivey. Donc, vivement la fin quand même. Là, franchement, faisons ces matchs-là et après, passons à autre chose parce que vivement la fin et surtout vivement du changement. Mais alors ça, par contre, à moins d'un miracle, j'ai un peu peur on soit bloqué comme on l'est depuis des années, quoi. Donc, on va voir ce match ce soir contre Indiana. Et puis après, on a cette fin de saison à terminer tranquillement. On va juste espérer voir que des bons matchs de Matas, de Josh Giddey, pas seulement quand en face c'est mou. Et puis voilà, quoi, continuer de voir Leonard Miller parce qu'il est vraiment cool à suivre, Trey Jones, Rob Dillingham, même Sexton à la limite, parce que voilà, il fait des trucs qui sont ma foi intéressants, même si on va probablement pas le garder, et je sais pas si c'est une bonne idée de le garder, mais enfin bref. Voyons juste des bons matchs. Quand on se pose devant les matchs, on a vu des bons trucs, c'est sympa, on a perdu, bon écoute, c'est cool. Et puis finissons-en avec cette saison parce qu'elle a été épuisante. Elle était épuisante. Mentalement, ça commence à fumer là-bas dedans. Donc bon, voilà. Observons ces derniers matchs et puis on fera le bilan à la fin. Donc d'ici la prochaine vidéo, comme d'hab, portez-vous bien et go Bulls, quoi qu'il arrive.